Bien, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire quelques mots pour présenter cette soirée. Ça fait plusieurs années que je cours après Philippe Mérieux, euh, mais il a fini par dire oui, je suis très heureux qu'il soit parmi nous ce soir. Philippe Mérieux, au-delà de votre biographie qui se trouve dans notre petit dépliant que vous avez tous lu, vous vous êtes engagé dans tous les grands chantiers de l'éducation nationale. Depuis plus de 40 ans, vous vous battez pour l'école. Moi, je vous ai croisé plusieurs fois dans ma carrière d'enseignant, et à chaque fois, ça a été de l'air, un appel d'air vers le haut, et je crois que ce soir, on va en avoir encore l'expérience. Votre dernier livre s'appelle « Un pédagogue dans la cité ». Je crois que c'est certainement, ou c'est un livre de conversation que vous avez écrit, que vous avez fait avec Luc Sedel, qui est paru l'année dernière. Et ce livre s'appelle « Un pédagogue dans la cité ». Je crois que c'est certainement la meilleure présentation que l'on peut faire de vous. Je vous ai demandé, nous vous avons demandé avec Géraldine de parler de quelles pratiques artistiques nous pouvons mettre en œuvre, quelles pratiques artistiques et culturelles à l'école. Je crois que la question est importante au moment où, après les préconisations de la commission Desplechin, nous attendons des nouvelles du ministère de la Culture de ce nouveau plan des arts à l'école. Nous attendons la place d'un parcours artistique et culturel à l'école, la mise en place de comités territoriaux de la culture, puisque c'est un petit peu l'expression qu'on nous annonce. Nous avons lu le manifeste « L'éducation artistique, c'est maintenant » que vous avez signé en octobre 2012. Vous faites partie du collectif pour l'éducation par l'art. Voilà, la question que nous vous posons, c'est à quelles conditions et comment, selon vous, placer l'expérience artistique au cœur de l'école. Nous sommes dans une salle de cinéma. Le premier des arts, donc ici, c'est d'abord l'écran, mais il y a bien tous les arts, et c'est de tous les arts dont il va être question. Le cinéma, le lieu où l'on devient humain, disait le cinéaste Bruno Dumont, dont on peut voir en ce moment Camille Claudel, 1915. Je vous laisse la parole, Philippe Mérieux. Bien, merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est très impressionnant pour moi d'être là, de vous voir si nombreux sur un sujet imposé, où je vais tenter de faire néanmoins des figures libres. Quelle éducation artistique et culturelle à l'école? Artistique et culturelle, et je vais bien évidemment ne pas me contenter de parler d'éducation artistique au sens académique du terme, mais bien inscrire cela dans une réflexion plus générale sur la place de la culture à l'école et plus globalement dans l'éducation. Alors en introduction, d'abord, je voudrais vous rappeler mon attachement au rôle de l'école dans la diffusion de l'art et de la culture. J'ai été élevé, si j'ose dire, avec les analyses de Pierre Bourdieu, et je me souviens avoir lu sous sa plume, c'était un de ses premiers livres sur la fréquentation des musées, cette phrase qui me semble toujours rester d'actualité, y compris dans son caractère provocateur. Il disait « Toute offre de biens culturels accroît les inégalités ». Toute offre de biens culturels accroît les inégalités, et nous pouvons l'observer au quotidien aujourd'hui. Nous voyons par exemple que l'augmentation extrêmement significative du nombre de places offertes en France en matière de spectacle vivant ne s'est pas accompagnée d'une augmentation significative du nombre de personnes qui fréquentent le spectacle vivant. Ce sont les mêmes pourcentages, simplement ils y vont plus souvent. Et effectivement, il y a bien cette question: comment l'art et la culture peuvent-ils se démocratiser au beau sens du terme s'il n'y a pas eu, avant cette politique de l'offre, un travail sur la demande, un travail qui construit démocratiquement la demande d'art et de culture.
se contenter simplement d'offrir les plus beaux équipements, les plus beaux spectacles, les plus beaux musées, pour qu'il y aille des spectateurs et des visiteurs professionnels qui, d'une certaine manière, bien évidemment, en profitent, mais en profitent en se coupant toujours un peu plus de ceux qui n'en profitent pas. Est-ce bien cela que nous voulons pour une France où nous avons de plus en plus besoin, et je l'évoquerai tout à l'heure, d'une diffusion toujours plus importante de l'art et de la culture comme contrepoison à ce que produisent ce que mon collègue Bernard Stiegler, qui était à cette place il y a quelque temps, appelle les industries de programme. Alors oui, on ne peut pas se contenter de développer l'art et la culture en développant l'offre, il faut en développer la demande, et seule l'école peut être au cœur de ce travail. Elle est la seule à pouvoir être au cœur de ce travail parce que c'est la seule à accueillir tous les enfants et qu'elle a évidemment une responsabilité essentielle pour leur donner les moyens d'entendre, de comprendre ce que l'art et la culture peut leur apporter, et donc pour devenir non pas des consommateurs d'art et de culture ou des gens qui seraient exclus des circuits artistiques et culturels, mais des êtres qui sont eux-mêmes demandeurs d'art et de culture et qui vont profiter de l'offre pour pouvoir continuer à se cultiver tout au long de leur vie. Si je me suis permis de rappeler cela, c'est parce que, année après année, les statistiques montrent que l'école, vous le savez, ne remplit pas complètement son rôle malgré le travail entêté, obstiné, inventif de beaucoup d'enseignants en matière de réduction des inégalités sociales. En France, les inégalités sociales grandissent en matière scolaire et elles grandissent aussi en matière d'appropriation par l'école de tout ce qui est artistique et culturel. L'école n'est évidemment pas la seule responsable de cela et les enseignants, bien évidemment, non plus. Mais nous avons de toute évidence à nous interroger sur le rôle qu'elle pourrait jouer et la façon dont elle pourrait jouer mieux son rôle dans cette démocratisation à laquelle nous aspirons et qui est une des facettes de la citoyenneté. Alors je voudrais organiser mes remarques en 3 volets. Un premier volet autour de la culture, et je parlerai bien de la culture comme principe organisateur de l'institution scolaire. Et je montrerai que pour moi, par exemple, le terme de culture est beaucoup plus un principe organisateur de l'institution scolaire et de la transmission scolaire que d'autres termes qui sont parfois utilisés de manière excessive, ambiguë, voire hégémonique, comme le terme de compétence. Dans un deuxième temps, j'évoquerai l'enjeu qu'il y a derrière cela et j'essaierai de m'interroger brièvement, parce que je voudrais vous laisser ensuite la parole, sur les rapports qu'entretiennent l'accès à la culture et la construction d'un sujet. Et puis, dans un troisième temps, je vous proposerai quelques pistes de réflexion sur la manière dont l'éducation artistique et culturelle peut s'inscrire dans l'école comme modeste contribution à tout le travail qui est engagé aujourd'hui et qui a été rappelé tout à l'heure par Jean-Claude Rullier. Quelques remarques d'abord, et ce sera le premier volet de cet exposé, sur la place de la culture comme principe organisateur du système scolaire. Ma conviction, c'est que l'école n'a pas à transmettre simplement des savoir-faire. Bien sûr, elle a à transmettre des savoir-faire. Mais elle a aussi à transmettre ce monde commun dont parlait Hannah Arendt comme réalité intelligible qui donne prise à la pensée et qui permet d'accéder à la jouissance de l'intelligence. On a beaucoup insisté, je le disais il y a un instant, sur le terme de compétence et jusqu'à la loi de refondation qui est actuellement en discussion au Parlement, le socle
s'intitulait « Socle de connaissances et de compétences ». L'actuelle loi de refondation y ajoute le mot culture. Connaissances, compétences et culture. Et je voudrais vous dire pourquoi je trouve particulièrement heureux et important qu'on ait ajouté le mot culture au terme compétences et connaissances. Je fais partie de ceux pourtant qui avaient souhaité à un moment, et je ne le renie absolument pas, valoriser l'expression compétence. C'était une manière tout à fait utile, je crois, de rappeler, en particulier dans le domaine culturel et artistique, qu'il y a des choses qui s'acquièrent et que tout ne peut pas être renvoyé à l'inné, et que même dans des domaines comme l'imagination ou la sensibilité, on n'est pas condamné à regarder de manière fataliste des aptitudes qui s'éveilleraient indépendamment de notre activité pédagogique. Alors oui, à un moment donné, il a fallu dire cela, rappeler cela, et réexpliquer que la pédagogie de l'ineffable n'était pas une pédagogie démocratique dans la mesure où précisément elle renvoyait le plus souvent les acquisitions scolaires à des dons supposés ou à des personnalités qui auraient été idéalement conçues comme plus imaginatives ou plus sensibles que d'autres à l'art et à la culture. Donc il fallait introduire le terme de compétence, de la même manière qu'il fallait l'introduire pour contrebalancer de façon efficace l'abus que fait l'école du travail sur la performance. Et à cet égard, la distinction introduite par le linguiste Noam Chomsky entre performance et compétence reste évidemment toujours d'actualité. Nous ne voyons que des performances, nous n'évaluons que des performances, et ce n'est que toujours à tort qu'on en induit qu'elles sont parfaitement représentatives des compétences qu'elles, nous ne voyons jamais. Le linguiste sait bien que la performance linguistique se fait dans un contexte, se fait dans un cadre, dans une histoire, qui n'est pas du tout représentative des compétences linguistiques réelles d'un sujet, qui peuvent exister et ne pas s'actualiser, ou qui peuvent paraître s'actualiser, alors qu'en réalité, on utilise des schèmes de manière mimétique et mécanique, et qu'il n'y a aucune véritable compétence derrière. Il fallait donc introduire le terme de compétence, et il faut lui garder cet aspect subversif dans ce qu'il nous dit de la capacité de chaque être à devenir capable de, à être capable d'agir et d'agir en situation. Mais en même temps, et c'est souvent le cas de ces concepts qui apparaissent en pédagogie comme ailleurs dans les sciences humaines, l'usage du terme de compétence a glissé progressivement dans une acception qui me semble particulièrement problématique. Les compétences ont été progressivement segmentées dans une perspective qu'en psychologie cognitive on appelle behavioriste, c'est-à-dire réduite à des comportements observables, précisément l'inverse de ce que nous souhaitions. Et l'on a vu fleurir, émerger des référentiels de compétences, où étaient d'ailleurs mélangés des niveaux extrêmement divers. Dans le socle commun, on trouvait désigné comme compétences des choses aussi différentes que savoir faire preuve d'imagination dans la rédaction d'un récit et savoir attacher une pièce jointe à un courriel. Bon. Vous conviendrez avec moi que ça n'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, on a plutôt une finalité, de l'autre, on a plutôt un comportement technique. Réunir tout cela sous le terme arbitraire de compétence est pour le moins audacieux et à mon avis, relativement hasardeux.
Mais ces référentiels de compétences, s'ils ont représenté, et s'ils représentent toujours un danger, c'est que, me semble-t-il, ils segmentent abusivement l'acte de transmission en une multitude de confettis dont l'unité n'est jamais garantie et dont on ne sait jamais s'ils sont ressaisis dans un projet qui fait sens. Je m'occupe aujourd'hui, au sein de la région Rhône-Alpes, de formation professionnelle et j'ai souvent l'occasion de rencontrer des artisans, mais aussi des industriels, des branches professionnelles. Et dès que nous abordons la question des compétences, je les sens ambivalents. En même temps, ils acceptent bien l'idée qu'il faut des compétences pour être ferronnier ou pour être maçon. Mais ils rechignent à l'idée qu'être ferronnier ou être maçon, ça ne soit qu'une somme de compétences. Et ils ne cessent de me rappeler qu'un métier, c'est toujours plus que la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Il faut beaucoup de compétences pour exercer un métier, mais le métier, c'est plus que la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. C'est une certaine manière de ressaisir ces compétences et de leur donner du sens. C'est une façon de se situer dans le monde et de voir le monde. C'est une manière de gérer sa vie aussi, un métier. Et être boulanger, c'est bien évidemment à la fois savoir régler la température de son four et mouler une baguette, mais c'est aussi entretenir un certain rapport à la cité, un certain rapport au temps, un certain rapport à un certain nombre d'objets très particuliers qu'il utilise. C'est occuper une certaine place symbolique et non pas exclusivement fonctionnelle dans l'univers des hommes. La réduction de toute activité humaine à de simples compétences techniques qui, à la manière d'un puzzle, finiraient, quand on les a toutes, par constituer la figure idéale du citoyen parfait ou du professionnel accompli, me semble non seulement illusoire, mais dangereuse. Cela fait l'impasse sur la dimension proprement anthropologique de l'activité humaine, sur le fait qu'une activité humaine est portée par un projet, qu'elle s'inscrit dans une vision du monde, dans un rapport au monde, et que nous ne sommes pas, au sens de la maîtrise, des hommes-machines qui marchent plus ou moins bien et qui font marcher leurs différents organes plus ou moins bien en fonction de savoir-faire techniques qui sont commandés par la société et qui déterminent leur employabilité. Il y a, me semble-t-il, à résister aujourd'hui contre cette conception d'une école qui serait essentiellement chargée de transmettre des compétences pour que nos élèves passent sous les fourches codines des référentiels de l'employabilité. Nous avons à résister et à porter l'idée que ce qui donne sens aux compétences, c'est une culture, c'est un récit, c'est la capacité de se raconter une histoire, de se raconter l'histoire de ce que l'on fait, de ce que l'on apprend à faire et de ce que l'on sait faire. Le récit, dit Paul Ricoeur, crée à la fois de la cohérence, de la reliance et construit une parole dans un monde dans lequel nous ne sommes jamais tout seuls. Le récit crée de la cohérence parce qu'il transforme les faits en événements. Nous sommes, chacun d'entre nous, au quotidien, au milieu d'une multitude de faits, un chaos de faits qui envahissent notre univers psychique d'une manière totalement désordonnée. Nous ne pouvons survivre que parce que nous choisissons parmi ces faits un certain nombre d'entre eux et que nous racontons une histoire avec eux.
nous employons ces petits mots que certains élèves ont tant de mal à utiliser à bon escient. Alors, tout à coup, mais encore. Ces petits mots qui font que la réalité n'est plus un kaléidoscope incohérent, ce n'est plus un ensemble de faits qui se télescopent sans signification, ça devient des événements que nous relions entre eux, et que nous relions entre eux pour nous constituer, à travers le récit que nous en faisons, sujets capables de leur donner du sens. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes qu'on dit en grande difficulté. J'ai récemment travaillé avec des tout petits enfants de petites, moyennes et grandes sections de maternelle. Et j'ai mesuré avec les uns et les autres à quel point il était important de permettre de créer du sens en construisant des récits. J'ai mesuré combien les adolescents en grande difficulté étaient handicapés par leur extraordinaire problème avec la cohérence du récit, et à quel point un élève de maternelle était incapable de raconter même le dessin animé qu'il vient de voir, fasciné par une multitude d'images qui surenchérissent des faits et qu'il ne peut que restituer d'une manière totalement incohérente sans les relier entre elles. Alors oui, comme le dit Paul Ricoeur, la capacité à créer du sens nécessite l'accès à un récit, mais ce récit, nous ne pouvons le construire qu'en référence à d'autres récits. Notre récit n'est possible que parce qu'il existe des récits du monde, ces récits du monde, ces récits des hommes qui s'expriment à travers les œuvres, et en particulier ce que l'on appelle les œuvres de culture. Pourquoi faut-il continuer obstinément, même si cela peut nous apparaître ringard, à raconter le petit poussé aux enfants? C'est parce que tous les enfants ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Et que nous ne sommes pas des psychanalystes ni des psychologues. Alors nous pourrions bien sûr jouer aux psychanalystes ou aux psychologues et demander à la petite Sarah ou au petit Manuel à 4 heures, tu n'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher aujourd'hui à 4h30 ? Ça, ce serait tenter de faire de la psychanalyse en classe. Mais vous savez, faire de la psychanalyse en classe, c'est comme faire une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux. C'est prendre tous les risques avec guère de chances de réussite. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Ça n'est pas notre métier. En revanche, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire. C'est offrir à la petite Sarah ou au petit Manuel un récit, une histoire, un conte, où il va se sentir interpellé dans ce qu'il a de plus intime, sans être violé dans cette intimité, où il va pouvoir mettre des mots, donner des formes à ce qu'il habite, en se reliant en même temps aux autres, à ceux qui ont existé avant lui et à ceux qui sont à côté de lui. Alors oui, il faut continuer à raconter le petit poussé aux enfants parce que c'est grâce à cela que nos enfants entrent dans le symbolique. C'est grâce à cela qu'ils donnent à leur univers psychique un sens qui leur permet non pas d'être manipulés par leurs pulsions, mais d'apprendre progressivement à manipuler eux-mêmes leurs pulsions ou au moins à les nommer, à les comprendre et éventuellement à y résister. Alors oui, il faut raconter le petit poussé aux enfants parce que les enfants, comme les adultes, ont peur de l'ogre. Oui, l'ogre reste la figure mythologique majeure au cœur de nos inquiétudes réciproques. Nul parmi nous n'a définitivement réglé son compte à l'ogre. Celui qui pourrait dans la salle dire qu'une bonne fois pour toutes, il sait comment on peut faire pour aimer sans manger l'autre ni l'étouffer, ou être aimé par quelqu'un sans être étouffé par lui, serait bien évidemment un esprit fort
et surtout quelqu'un de dangereux parce qu'il abolirait immédiatement toute la littérature, le cinéma, la poésie et bien d'autres choses encore qui ne font que chercher difficilement cet équilibre compliqué entre l'amour et la liberté qui fait qu'on peut aimer quelqu'un sans l'étouffer. Alors oui, on pourrait aussi dire à nos élèves tu n'as pas peur que ta maman t'étouffe tellement elle t'aime et que cet amour t'empêche de te développer, de te construire comme personne autonome. Bien sûr, on pourrait dire cela, ça n'est pas le choix de l'école. L'école est le lieu de la transmission d'une culture où l'enfant entend cette interrogation tout en étant respecté dans son identité et dans sa vie psychique. Il entend cette interrogation parce qu'elle est portée par une œuvre qui elle-même porte cette interrogation au fer rouge en quelque sorte, avec cette expression qui a atteint une forme de perfection et qui lui permet de se dire « je ne suis pas seul, je ne suis pas perdu, ce que je ressens, d'autres le ressentent et l'ont ressenti, je peux le nommer, et même si je ne le nomme pas aussi précisément que je viens de le faire là, cela me permet de savoir un peu ce qui m'habite et à travers cela, de maîtriser un petit peu ce que je voudrais devenir. » Alors à cet égard, je crois oui que la culture est essentielle et elle fait sens, elle permet au sujet de se construire. Je viens d'évoquer des champs culturels qui relèvent de l'anthropologie, du conte, de la littérature, mais je voudrais dire que pour moi aussi, et c'est quelque chose que j'ai appris d'un grand pédagogue, Brunner, la science elle-même ne peut être transmise comme émancipatrice véritablement que si elle est inscrite dans un récit, dans le récit des hommes, le récit des